Les premiers tueurs en série de Russie, qui étaient-ils? Avez-vous déjà entendu leurs histoires? Daria Saltykova est considérée comme l'une des meurtrières les plus cruelles de la noblesse russe. Peut-être en avez-vous entendu parler. Beaucoup pensent qu'elle était la tristement célèbre Barina sanglante. Cependant, officiellement, seuls 38 meurtres lui ont été attribués. Mais exactement 60 ans plus tard, il y avait une autre femme qui, selon les registres officiels, avait 128 vies sur la conscience, dont environ 40 enfants de moins de 14 ans. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil à 3 histoires choquantes des premiers tueurs en série de Russie. Le nom de la propriétaire terrienne, Olga Briskorn, devrait être familier aux amateurs des œuvres de Pouchkine. Dans la maison numéro 225 de la rue Galernaya à Saint-Pétersbourg, qui appartenait à la noble Briskorn, Alexandre Pouchkine a vécu de 1931 à 1933 avec sa femme. Mais cette femme est entrée dans l'histoire de la Russie pour une toute autre raison. Comme autrefois la tristement célèbre Saltitchicha, elle a envoyé plus de 100 de ses serfs à la mort. Alors que Saltykova avait 38 victimes, notre protagoniste d'aujourd'hui aurait tué au moins 128 personnes, et ce ne sont que les cas prouvés. On estime que le nombre réel de ces victimes dépasse les 300. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à commettre de tels actes horribles? Allons au fond des choses. La boïarine Olga Konstantinovna Mavroga est née en 1776. Elle était issue d'une riche famille noble moldave et était la fille du riche propriétaire terrien Konstantin Ivanovitch Mavroga et de Tatiana Vassilievna Kristoforova. Son père a acquis sa fortune grâce au commerce du sel en Crimée en guise de compensation du prince Potemkin. Avec cet argent, il a acquis de nombreuses terres. Lorsqu'il a été temps de marier sa fille, il a été guidé uniquement par des intérêts économiques. Son mari est devenu Anna Nistrukov, un noble fortuné et leader de la noblesse dans la province de Yekaterinoslav. Le 11 février 1793, Olga est officiellement devenue sa femme et a reçu une dot de 56 000 roubles. Après ce mariage avantageux, elle a occupé une position élevée dans la société séculière de Yekaterinoslav. La jeune femme, à peine âgée de 30 ans, éduquée et spirituelle, s'intéressait passionnément au théâtre et aux arts de la scène. Grâce à son engagement, le premier théâtre de Yekaterinoslav, aujourd'hui Dnipro, a été fondé. Son apparence a rarement été décrite par ses contemporains, mais on dit qu'elle était d'une beauté exceptionnelle et avait une silhouette gracieuse. Après 13 ans de mariage, Olga Troukova est devenue veuve en 1806. Elle a ensuite déménagé à Saint-Pétersbourg pour offrir à ses enfants une éducation et une formation appropriées à leur rang. Et 1 an et demi plus tard, Olga s'est remariée, dans des circonstances très originales. Le conseiller secret et sénateur Fyodor von Brien a poursuivi Stroukova pour une affaire quelconque. Et dans l'intérêt d'une décision favorable, il a décidé d'épouser son adversaire. Olga avait 2 fils de son premier mariage, et 2 filles sont nées de son second. Et maintenant, nous arrivons à la partie la plus effrayante. Plus tard, sa propriété sera appelée l'usine de la mort. Comme elle était beaucoup plus jeune que son mari, Olga Konstantinovna gérait toutes les affaires et s'occupait activement de l'acquisition de biens. En 1809, elle a acheté 2 villages dans la province de Koursk, Dmitrievski ou Gest, lors d'une vente aux enchères. À Saint-Pétersbourg, Olga Briskorn était connue comme une mécène et une philanthrope qui aidait volontiers les pauvres. On peut donc imaginer la surprise d'Alexandre Ier lorsqu'il a reçu les plaintes des paysans de Dmitrievski ou Gest, province de Koursk. En 1817, Olga Briskorn possédait plusieurs villages, Prilepi, Dubovichi, Ob et Kleveni, où elle avait environ 2000 serfs. L'enquête sur les plaintes a commencé en 1822 sur ordre du comte Arakchiv et a duré 3 ans. Le résultat du travail de la commission d'enquête a été un dossier volumineux sur la gestion cruelle et désordonnée de ces paysans. Olga a investi de l'argent dans la production et a construit une usine de tissus à 3 étages, mais en peu de temps, elle a conduit ses paysans à la pauvreté. Elle menait une double vie. À Saint-Pétersbourg, elle essayait d'être un modèle de piété, et dans la province de Koursk, elle était connue sous un tout autre jour. Sa fortune était colossale, elle possédait jusqu'à 5000 serfs, d'immenses terres et plusieurs maisons, y compris dans la capitale. Le capital amassé par son mari atteignait 200 000 roubles. Son usine employait 392 serfs, qui étaient exploités sans merci. La journée de travail durait de 14 à 15 heures, et ils n'étaient même pas autorisés à rentrer chez eux, ils devaient dormir directement dans les ateliers sur de la paille.
Avec une telle charge de travail, les ouvriers étaient constamment sous-alimentés. Pour le déjeuner, il n'y avait que du vieux pain avec des gâteaux, une soupe maigre, une cuillère de bouillie et un morceau de viande gâtée. Olga Briskorn a largement recours au travail des enfants. L'usine employait 91 enfants âgés de 7 à 15 ans. Des visages sombres, des yeux enfoncés, une fatigue terrible. C'est ainsi qu'un de ses contemporains a décrit l'état de ces paysans dans sa lettre. Dans sa autre entreprise, une briqueterie, travaillaient également des femmes et des enfants. Les femmes enceintes perdirent leurs bébés à cause des conditions difficiles. Comme la commission l'a découvert, entre 1820 et 1822, 128 personnes sont mortes dans l'usine de blessures, de faim et de maladies, dont 44 enfants. Seuls 74 des morts ont été enterrés selon le rite orthodoxe. Briskorn a simplement fait jeter le reste dans des fosses communes sans funérailles. Mais la propriétaire terrienne n'était pas seulement préoccupée par la mortalité. Son pouvoir incontrôlé a révélé ses tendances sadiques. Elle a personnellement ordonné à ses gestionnaires de torturer les serfs avec des fouets et des coups de fouet. 55 personnes ont été gravement battues sur son ordre, et dans certains cas, elle était présente lors des punitions. Si le travail d'un paysan lui semblait négligé, elle pouvait le battre elle-même. Certaines femmes se sont fait arracher les cheveux par elle, mais le plus souvent, elle les frappait avec un bâton de bois qui se brisait sous la force des coups. L'un des paysans est devenu sourd après que Briskorn l'a frappé à la tête avec un bâton et au visage avec une bûche. Les dossiers de la commission d'enquête mentionnent également le destin tragique d'une jeune fille dont le bras s'est infecté après une fracture, jusqu'à ce que la main finisse par tomber d'elle-même. Mais ce n'était là qu'un des nombreux actes de cruauté. Le prêtre Alexandre Kirillov a témoigné qu'il avait vu de ses propres yeux comment la propriétaire terrienne torturait son serviteur Jakov Bugaïev en lui mettant une bougie allumée dans la bouche. Malgré les preuves accablantes de sa cruauté, le rapport des enquêteurs montre une retenue remarquable, comme s'il voulait atténuer les déclarations des témoins. Néanmoins, l'ampleur de ces crimes était si effrayante que 150 des paysans les plus désespérés ont fui ces villages dans la région de Kursk. La propriétaire terrienne a fait enchaîner les cerfs fugitifs avec des chaînes de fer et les a forcés à porter des colliers de fer avec des cornes saillantes pour empêcher d'autres tentatives de fuite. Mais même sur ces autres domaines, un climat de peur régnait. En 1811, environ 300 paysans avaient déjà fui son domaine dans la province de Yekaterinoslav pour se rendre en Moldavie. Sur le domaine de Fünfterberg, il y a même eu une révolte ouverte, qui a finalement été réprimée dans le sang par un commando militaire. Au cours de l'enquête, d'autres secrets sombres ont été révélés, y compris l'adultère entre la propriétaire terrienne et son propre mari. On pourrait essayer d'expliquer la cruauté d'Olga Briskorn par ses origines. Après tout, la tristement célèbre Erzsébet Báthory, la comtesse sanglante de la maison princière de Transylvanie, venait également de cette région. Mais la racine des atrocités de Briskorn ne résidait pas dans son ascendance, mais dans la position sans droit des serfs. Selon les lois de l'époque, ces gens n'étaient pas vraiment des sujets de l'empereur. Ils étaient la propriété de leur maître. Les fonctionnaires de Kursk n'ont pas jugé nécessaire de s'immiscer dans les affaires économiques des propriétaires terriens. Ils ont préféré ne pas remarquer ce qui se passait sur leurs terres. Même au niveau officiel, Briskorn n'a été accusé que de mauvaise gestion. Un décès sur sa propriété a même été déclaré accidentel. Contrairement à Darja Saltikova, Olga Briskorn a échappé à une punition sévère. Au lieu de cela, elle a simplement été ostracisée par la société noble. Sa fabrique de tissus a été placée sous administration d'État et ses terres ont été remises à son fils. Comme l'a noté un historien de Koursk, malgré de nombreux témoignages et une documentation volumineuse, les autorités ne semblaient pas intéressées à poursuivre Briskorn en justice. Son influence familiale a probablement joué un rôle. Après tout, le père de son mari occupait une position élevée et avait été apothicaire de cour sous le règne de Paul Ier. Mais Fyodor Briskorn lui-même n'a pas pu supporter la honte. Il est décédé en 1824. En mémoire de son défunt mari, Olga Briskorn a fait construire plusieurs églises. Ou était-ce peut-être une tentative d'expier ses péchés devant Dieu? L'une de ces églises, construite en 1826 dans le village de Fünfterberg, existe encore aujourd'hui. Mais la veuve sadique elle-même n'a pas vécu très longtemps. En 1836, elle est morte d'un accident vasculaire cérébral à Saint-Pétersbourg. Elle a laissé une fortune énorme, 110 000 roubles,
des milliers d'hectares de terre et 3000 serfs qui sont passés à ses enfants après sa mort. Merci de m'avoir écouté. Si ce genre d'histoire vous plaît, abonnez-vous. J'en ai plein d'autres à vous raconter. À bientôt. En juillet 2015, l'histoire de Tamara Samsonova, 68 ans, originaire de Saint-Pétersbourg, a fait grand bruit. On disait que cette retraitée discrète aurait pu être impliquée dans jusqu'à 10 meurtres. La presse l'a surnommée la Cicatilo en jupe de Saint-Pétersbourg. Quelques jours plus tard, le comité d'enquête a publié une déclaration officielle. En ce qui concerne les informations selon lesquelles Tamara Samsonova serait soupçonnée d'avoir assassiné une connaissance le 23 juillet 2015 et pourrait être impliquée dans d'autres crimes similaires, nous déclarons: les enquêteurs ne disposent actuellement d'aucune preuve tangible de son implication dans d'autres meurtres. L'enquête s'est poursuivie. Une expertise psychiatrique judiciaire a révélé que Samsonova souffrait de schizophrénie paranoïde. En août 2016, la décision de porter l'affaire devant les tribunaux a été jugée légitime par le parquet. L'objectif était d'ordonner des mesures médicales coercitives. En termes simples, elle a été admise dans un hôpital psychiatrique sous surveillance renforcée. Dans la soirée du 26 juillet 2015, les restes d'un corps de femme enveloppé dans un rideau en plastique ont été découverts sur un terrain vague près du numéro 10, bâtiment 4, rue Dimitrova. Les enquêteurs de la brigade criminelle ont identifié le suspect en quelques heures. Il s'est avéré que la victime était Valentina Ulanova, 79 ans, qui vivait dans l'immeuble près duquel le corps a été retrouvé. La suspecte était Tamara Samsonova, 68 ans, qui vivait dans un appartement voisin et qui avait cohabité avec Madame Ulanova jusqu'à récemment. Les indices laissaient présager un crime. Des taches de sang fraîchement lavées, l'absence de rideau de douche dans la salle de bain et plusieurs couteaux présentant des résidus d'une substance brunâtre ont permis de dresser un premier tableau du déroulement des faits. Tamara Samsonova a presque immédiatement avoué avoir empoisonné Madame Ulanova en mélangeant une drogue puissante à sa nourriture, puis l'avoir découpée en morceaux et dispersé les parties de son corps dans le quartier. Au départ, Samsonova a affirmé qu'un autre voisin l'avait aidé à commettre le meurtre, mais ce mensonge a été rapidement réfuté, le complice présumé n'étant pas en ville à ce moment-là, et Samsonova a admis avoir inventé cette partie de sa déclaration par animosité personnelle. L'agitation dans les milieux policiers et dans la presse a commencé lorsqu'un des enquêteurs expérimentés s'est souvenu qu'en 2003, il avait dû examiner un cadavre masculin démembré sur le terrain d'une crèche voisine et que l'image lui semblait familière. Tamara Mitrofanovna a avoué sans hésiter. Elle a déclaré avoir loué une chambre à un homme en 2003, puis l'avoir empoisonné et s'être débarrassé de son corps. Les enquêteurs ont pu retrouver les coordonnées de 2 autres personnes qui auraient loué une chambre à Samsonova. La retraitée a déclaré qu'ils étaient tous ses victimes. Cependant, dans la décision finale de l'enquête, un seul meurtre a été retenu. J'ai tenté d'en savoir plus sur le destin de Tamara Samsonova et de comprendre ce qui était arrivé aux hommes qui avaient croisé son chemin. Elle est née en 1947 dans la ville d'Uchour, dans la région de Krasnoïarsk. Son père travaillait dans la police et portait une arme, selon les dires de la famille. Sa mère était vendeuse. Après avoir terminé ses études secondaires, Tamara serait partie à Moscou et se serait inscrite à l'Institut Maurice Thorez de langues étrangères, à la faculté de philologie. Cependant, aucun document confirmant cela n'a été trouvé dans son appartement. Des connaissances affirment toutefois qu'elle parlait couramment l'anglais et l'allemand. Après ses études, Samsonova a brièvement travaillé comme professeure de langues étrangères. En 1971, elle a déménagé à Leningrad pour vivre avec un homme dont elle s'est rapidement séparée. Ne travaillant pas dans son domaine, elle a accepté un poste de nounou dans un hôpital. La même année, Tamara a épousé Leonid Samsonov et a emménagé dans son appartement de la rue Dimitrova. Après le mariage, elle a changé de profession et a commencé à travailler dans un hôtel européen. Le couple n'a pas eu d'enfant. Les premiers faits avérés de la vie de Tamara Samsonova remontent aux années 90. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait consulté un psychiatre à cette époque. En 1996, Samsonova s'est présentée volontairement avec son mari, alors encore en vie, au bureau d'aide socio-psychologique. Comme l'a constaté le médecin, son mari semblait misérable, abattu et même attardé par rapport au caractère vif, brillant et cultivé de Tamara. Malgré son charme, Samsonova est apparue aux spécialistes comme obstinée, querelleuse et capricieuse. La communication s'est faite par téléphone.
Le médecin a rendu visite à Samsonova une fois à son appartement, lorsqu'il est venu chercher un livre. C'était à la fin des années 90. Son mari n'était déjà plus là. Cette visite est restée la seule, et la communication a ensuite été interrompue. Le médecin est toujours en vie et continue de travailler malgré son âge avancé. Selon le psychiatre, Samsonova était même remarquablement ouverte avec lui. Elle lui a par exemple confié qu'elle commettait souvent des vols à l'étalage, mais qu'elle ne se faisait jamais prendre. Elle a également évoqué les locataires, qu'elle changeait souvent. La spécialiste l'a décrite comme suit: une femme intelligente et réservée, dotée d'une grande intelligence. Léonid Samsonov est né en 1947. Il travaillait dans un garage automobile. Comparé à sa femme, il semblait effacé. Comme l'a affirmé Samsonova lors de l'interrogatoire, leur relation était bonne. J'étais comme une mère pour lui, il était comme un fils pour moi. Il a disparu à la fin des années 90, la date exacte reste inconnue à ce jour. Son corps n'a jamais été retrouvé. Lors de conversations avec des connaissances, Samsonova a donné différentes versions. Il m'a quitté, il est mort d'une cirrhose du foie. La version la plus souvent citée était qu'il était allé à la banque et n'était jamais revenu. Samsonova n'a signalé la disparition de son mari à la commission d'enquête qu'en 2015, lorsqu'elle a été amenée au service des enquêtes par le directeur des services sociaux. Lors d'une perquisition au domicile de Samsonova, les documents de son mari disparu ont été retrouvés, notamment son passeport et son livret d'épargne. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait tué son mari, Samsonova a nié avec véhémence. Bien qu'elle ait avoué 4 meurtres au cours de la première phase de l'enquête, elle a continué à affirmer qu'elle n'avait rien à voir avec la disparition de son mari. Vladimir a emménagé chez Samsonova à l'été 2001 et a loué une des chambres. Malgré une différence d'âge de près de 20 ans, la relation avec la propriétaire était au départ assez intime. 1 ou 2 mois plus tard, Vladimir et Samsonova ont mis fin à leur relation intime, comme il l'a déclaré dans le cadre de l'enquête. En décembre de la même année, Vladimir a été hospitalisé pour des symptômes d'empoisonnement. Les médecins n'ont pas pu déterminer quelle substance avait provoqué ces symptômes. Après les mesures de désintoxication, ils n'ont trouvé aucune trace de poison dans son corps. Après sa sortie de l'hôpital, Vladimir a immédiatement quitté l'appartement de Samsonova et jouit aujourd'hui encore d'une bonne santé. Les locataires suivants de la retraitée ont eu moins de chance. À l'automne 2003, des écoliers ont découvert dans la cour d'une école maternelle située au 11 rue Koupchinskaya, bâtiment 3, un morceau de cadavre masculin avec un tatouage sur l'épaule. À ce moment-là, l'affaire n'a pas pu être élucidée et l'identité du défunt n'a pas pu être établie. Aucun autre morceau du cadavre n'a été retrouvé, ni membre ni tête. Après une autopsie, les restes retrouvés ont été enterrés dans une tombe numérotée. Après le meurtre d'Ulanova, l'un des enquêteurs s'est souvenu de cet incident. La crèche se trouvait à seulement 650 mètres de la maison de Samsonova. Tamara Samsonova a finalement parlé de son ancien sous-locataire, Sergueï Poutianine, et a admis lui avoir secrètement ajouté du radédorm dans son bortsch froid. Elle aurait ensuite démembré son corps et dispersé les morceaux dans le quartier. Elle se souvenait également du tatouage sur son épaule, une tête de mort, un serpent et autre chose. Après avoir rétracté plusieurs aveux concernant les meurtres, elle a finalement affirmé avoir tué Poutjanine et Ulanova. Elle n'a toutefois pas été inculpée pour ces crimes. La décision des enquêteurs, approuvée par le parquet, était compréhensible. Comme l'ont expliqué à Criminaire des interlocuteurs familiers avec l'enquête, l'ouverture de la tombe portant le numéro correspondant a permis de découvrir le corps d'une femme. La bonne tombe a bien été trouvée, mais l'examen du fragment de tissu présent 13 ans plus tard n'a pas permis de clarifier la cause du décès. Il s'est avéré que les tissus du cadavre n'avaient pas été analysés en 2003 pour détecter la présence de substances pouvant indiquer un empoisonnement. Il était trop risqué de fonder l'accusation uniquement sur les aveux de Samsonova, car elle pouvait les révoquer à tout moment. Alexander Barichev a rencontré Samsonova par hasard en 2003, alors qu'il se promenait avec sa compagne Larissa dans la rue Sadovaya. Samsonova était alors accompagnée d'un homme nommé Gennady. Les deux couples ont engagé la conversation et ont commencé à communiquer occasionnellement. Après quelque temps, Samsonova a annoncé que Gennady était décédé. Il avait environ 40 ans. Au début, Samsonova et Larissa communiquaient principalement entre elles, mais peu à peu, Barichev a commencé à appeler Samsonova de plus en plus souvent. 1 an après leur première rencontre, selon Larissa,
Barichev lui a annoncé qu'après 7 ans de vie commune, il avait décidé de se séparer d'elle et de déménager chez Tamara. Dans les jours qui ont suivi, il a appelé Larissa à plusieurs reprises, 2 ou 3 fois après son déménagement. Le dernier appel a eu lieu environ une semaine plus tard, mais il a été brusquement interrompu. Après cela, Alexander Barichev n'a plus jamais été revu, ni vivant, ni mort. Larissa a rapporté que Barichev était très proche de sa sœur et surtout de son neveu. Ce dernier a rendu visite à Larissa en 2007 et a tenté de trouver des informations sur le sort de son oncle, mais sans succès. Immédiatement après son arrestation, Samsonova a déclaré avoir tué Barichev. Cependant, elle est revenue sur cette déclaration par la suite. « Je plaisantais », a déclaré la retraitée. On ne sait toujours pas qui était ce Gennady, s'il est encore en vie ou s'il est décédé, de quoi il est mort. Selon la version officielle à laquelle Samsonova s'en tient, elle aurait empoisonné Ulanova avec du phénazépam et l'aurait découpé après sa mort. Elle aurait mélangé 50 comprimés broyés dans un moulin à café à une salade olivier achetée dans le commerce. Le repas a été servi avec de l'alcool, mais sans ajout de la substance. Les résultats de l'examen médico-légal ont révélé qu'aucune trace de dérivé du phénazépam n'avait été trouvée dans les restes du cadavre et que la victime n'avait pas consommé d'alcool avant sa mort. La déclaration officielle indique prudemment que l'impossibilité de procéder à une analyse chimique médico-légale des fluides biologiques et des organes internes, y compris l'estomac, du corps d'une femme inconnue identifiée comme étant Ulanova, ne permet pas de confirmer ou d'infirmer la possibilité qu'elle ait consommé des produits chimiques, notamment du radédorme et du phénazépam, de son vivant. Une autre curiosité concerne la dose prétendument mortelle de phénazépam. Selon les experts, environ 50 comprimés seraient nécessaires pour provoquer une intoxication mortelle. Et c'est précisément cette quantité que Samsonova a mentionnée dans sa déclaration. Cependant, la question de savoir comment il a été possible que la salade contenant une telle dose de substance n'ait pas eu un goût particulier n'est pas abordée. Le principal problème du rapport d'expertise reste toutefois que la cause du décès n'a pas été déterminée. Cela signifie que l'acte repose uniquement sur les aveux de Tamara Samsonova. Pendant plusieurs années, Tamara Samsonova a tenu un carnet dans lequel elle consignait ses pensées, souvent dans plusieurs langues afin que personne ne puisse les comprendre. Au cours de l'été 2015, les enquêteurs ont déclaré que les notes cryptées contenaient des références à une douzaine de meurtres. Cependant, cette information a ensuite été jugée fausse. Dans le journal, les enquêteurs ont trouvé de nombreuses notes sur la recherche de médicaments tels que le radédorme, le phénaspam et d'autres somnifères puissants. Une note disait par exemple « J'achète 6 boîtes de F, cela coûte 410 roubles et j'ai aussi 2 barres de P. Maintenant, j'en ai assez. » Une autre note disait « J'achète des médicaments, il m'en reste 12 et 18 bleus. » Samsonova elle-même ne prenait pas ces médicaments. Pendant des années, elle se couchait vers 21h et se levait vers 3h du matin, somnolente mais alerte. Les enquêteurs ont supposé qu'elle utilisait les médicaments pour endormir ses victimes potentielles. Aujourd'hui, la version officielle de la police suit la déclaration de Samsonova selon laquelle elle aurait acheté les médicaments pour ses voisins. En effet, un voisin à qui elle aurait remis un paquet de phénaspam a été identifié. Cependant, on ignore ce qu'il est advenu des autres médicaments mentionnés dans le journal. La décision prise par les enquêteurs semble être la meilleure possible pour toutes les parties concernées. Tamara Samsonova sera probablement internée dans un établissement psychiatrique sous surveillance renforcée pour le reste de sa vie. Les enquêteurs ne voient aucune raison de poursuivre les investigations sur 2 ou 3 autres meurtres potentiels, car il manque de preuves exploitables. De plus, la divulgation publique de telles informations pourrait susciter une agitation inutile. Enfin, cela donnerait l'impression qu'un tueur en série a sévi à Saint-Pétersbourg pendant environ 15 ans sans être remarqué, ce qui nuirait à l'image de la ville, ce qu'il vaut mieux éviter. Sur le plan juridique, aucune autre enquête n'est à prévoir. Ni Leonid Samsonov, ni Alexander Barichev, ni Sergei Poutianine n'ont de proches parents susceptibles de faire pression sur les autorités judiciaires. Le nom de Gennady, que Samsonova mentionne dans ses notes, reste aussi mystérieux que l'identité et le sort des autres anciens locataires qui apparaissent dans son journal intime. L'avocat de Tamara Samsonova, Konstantin Sazonov, a déclaré que la défense était entièrement d'accord avec la position des autorités chargées de l'enquête. Ma cliente reconnaît avoir commis le meurtre de Valentina Ulanova.
Nous sommes également d'accord avec les conclusions de l'examen psychiatrique judiciaire qui a confirmé sa maladie mentale. Nous considérons que la décision de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour traitement obligatoire est légale et justifiée. Cependant, certains détails restent encore flous. Par exemple, on ignore toujours où se trouvent la tête, les organes internes et les membres de Valentina Ulanova. Le sort des parties du corps de Sergej Poutianine reste également incertain. Et la disparition de Leonid Samsonov et Alexandar Barychev reste également un mystère. Les caméras de surveillance situées dans l'entrée de l'immeuble ont enregistré le moment où Samsonova a transporté les morceaux du corps d'Ulanova. Les images montrent clairement qu'elle n'était pas en mesure de transporter les restes très loin. L'endroit le plus probable où les restes du corps ont été jetés est le canal Volkovski. Celui-ci longe la voie ferrée à seulement 300 mètres de l'immeuble. Une fouille approfondie du canal n'a pas encore été effectuée car l'utilisation d'engins lourds, tels qu'une excavatrice, aurait entraîné des coûts trop élevés. Le canal a été nettoyé pour la dernière fois il y a environ 20 ans, soit vers l'an 2000, précisément à l'époque où, selon les enquêteurs, Tamara Samsonova aurait commencé à commettre ses crimes. Si des travaux de nettoyage y sont effectués à l'avenir, il n'est pas exclu que des découvertes macabres soient faites. De nos jours, il est courant de parler principalement de criminels notoires et de psychopathes célèbres. Leurs histoires sont racontées par des dizaines de personnes, elles font l'objet de documentaires et de discussions. Cependant, peu de gens connaissent les tueurs en série moins connus, mais non moins cruels. Combien d'histoires connaissez-vous sur des lycéens qui sont devenus de violents tueurs en série dès leur plus jeune âge? Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre tueur en série brutal qui a inscrit son nom dans l'histoire criminelle et qui a commis son premier crime à l'âge de 16 ans. Sa première victime était sa propre grand-mère. Les funérailles d'un jeune homme, des larmes, de l'alcool, puis un acte inconcevable, dont une personne normale serait à peine capable. Pendant la veillée funèbre, l'un des invités a d'abord séduit la veuve du défunt, puis a brutalement abusé et assassiné la mère âgée du défunt sous ses yeux. Afin d'effacer les traces du crime, il a mis le feu à la maison où dormaient les invités ivres. Ce n'est pas le scénario d'un film qui n'a jamais été tourné. C'est la fin sanglante d'un individu dérangé, dont l'histoire a commencé derrière la porte d'un simple studio dans la ville soviétique de Toula. Si un tel individu n'est pas arrêté à temps, chaque nouveau crime dégénère en quelque chose d'encore plus odieux. Le coupable s'en prenait exclusivement à des femmes âgées. Une vieille botte usée, oubliée près d'un monument. Un foulard accroché à une clôture. Un parapluie troué près d'une tombe anonyme. Tous ces objets sont devenus les témoins muets d'une série de crimes atroces commis à Toula dans les années 1990. Aucune autre affaire criminelle n'a donné lieu à autant de photos de cimetières que celle-ci. Le meurtrier trouvait la plupart de ses victimes entre les tombes. Dans un silence fantomatique, il terrorisait les femmes âgées avant de les tuer. Mais commençons par le début. En 1989, à Toula, une ouvrière d'usine arrive pour prendre son service du soir. D'habitude, elle est accueillie par ses collègues, mais cette fois-ci, un silence inhabituel règne dans le bâtiment. Lorsqu'elle entre dans l'arrière-boutique, elle découvre une scène horrible. Un corps couvert de sang gît sur le sol. Les enquêteurs arrivent immédiatement sur les lieux. La victime était Valentina Moukina, conductrice de pont roulant, qui n'était plus qu'à quelques semaines de la retraite. La première question que se sont posées les enquêteurs était la suivante. Pourquoi une femme innocente a-t-elle été brutalement assassinée? La réponse était choquante. Les médecins légistes ont constaté que la femme âgée avait été agressée avant sa mort. Les enquêteurs ont réussi à reconstituer le déroulement des faits. Valentina Moukina se trouvait sur son lieu de travail, probablement assise à son bureau, attendant une nouvelle cargaison de céréales. C'est à ce moment-là qu'elle a été agressée par un inconnu. Une agression en plein jour, presque sous les yeux des autres employés, représentait un risque important. Les premiers soupçons se sont donc portés sur l'un des employés. La question centrale était de savoir ce qui avait pu attirer l'attention du meurtrier sur une simple femme âgée. La nouvelle de ce meurtre brutal a bouleversé toute l'usine. Les employés étaient effrayés, les supérieurs ne savaient pas comment réagir. Tout le monde se posait la même question. Qui était capable d'un tel acte? C'est ainsi qu'a commencé une histoire terrible qui s'est étendue sur plusieurs années et a plongé toute la ville dans la peur et la terreur. Les enquêteurs ont suivi différentes pistes. Le meurtre avait-il été commis par pure soif de violence ou le coupable voulait-il voler la femme?
Mais avait-il perdu le contrôle lorsqu'il avait remarqué sa peur? Cependant, un moulin à céréales n'est pas une cible typique pour les voleurs. Le jour même où le corps a été découvert, les enquêteurs ont également trouvé l'arme du crime, une pierre ordinaire. Ils ont commencé à interroger tous les employés. Où étaient-ils au moment des faits? Qu'avaient-ils vu ou entendu? L'un des hommes s'est souvenu d'un incident qui s'était produit 1 an auparavant. Valentina Mukina avait remarqué que l'un des chauffeurs se comportait de manière suspecte. Il est descendu péniblement d'un taxi comme s'il voulait cacher quelque chose. Valentina a jeté un coup d'œil dans la voiture et a vu un sac sur le siège. Cependant, elle n'a pas eu le temps d'en vérifier le contenu, car le chauffeur est revenu rapidement et se comportait de manière nerveuse. Valentina a senti que quelque chose n'allait pas et a appelé ses collègues. Lorsque le chauffeur a voulu partir, ils l'ont arrêté et lui ont demandé d'ouvrir le sac. L'homme a saisi une clé en croix pour se défendre, mais l'un des ouvriers a mis la main dans le sac et en a sorti un poulet. On pourrait se demander pourquoi le chauffeur était si nerveux à cause d'un poulet. Cependant, quelques jours plus tard, le même homme a tenté de voler un sac de farine dans l'usine. Il a été pris en flagrant délit. Valentina a exigé d'appeler la police, ce à quoi l'homme a répondu en criant avec colère « Faites attention à ce qu'une brique ne vous tombe pas sur la tête ». L'enquête s'est poursuivie. Un suspect a rapidement été identifié, un homme nommé Sherbin, qui avait purgé une peine d'1 an de prison pour tentative de vol de farine et avait été libéré peu avant le meurtre. Il a été emmené au poste de police pour être interrogé. L'affaire semblait résolue, mais il s'est rapidement avéré que Sherbin n'avait été libéré de prison que 2 jours après le meurtre de Valentina Mukina. Il n'avait pas pu commettre ce crime. L'enquête a duré près d'1 an, sans qu'aucune nouvelle preuve ni aucun nouveau témoin ne se présente. Les enquêteurs se trouvaient dans une impasse et envisageaient déjà de classer l'affaire. Cependant, 11 mois plus tard, un autre crime a été commis. En novembre, une femme nommée Albina Boldireva rentrait chez elle après son travail. Elle marchait dans une rue qu'elle connaissait bien et traversait un pont. Cependant, ce soir-là, tout était différent. Un homme s'est approché par derrière et l'a sauvagement poignardée. Il avait soigneusement planifié son attaque. Il n'y avait personne à proximité, personne pour l'arrêter. Cependant, il s'était trompé sur un point. Ce soir-là, 2 femmes étaient restées plus longtemps à l'usine. Elles travaillaient sur un journal mural et ont quitté le bâtiment plus tard que d'habitude. En traversant le pont, elles ont été confrontées à une scène horrible. Un homme tentait de déshabiller une femme gravement blessée. Lorsqu'il a entendu les voix des femmes, il a pris peur et s'est enfui. Les femmes ont prodigué les premiers soins à Albina, l'ont transportée dans la rue et ont appelé une ambulance. Elle était encore en vie, mais dans un état critique. À l'hôpital, les médecins ont confirmé que l'agresseur l'avait maltraitée. Le mode opératoire de l'agression rappelait fortement celui de l'affaire Valentina Mukina. Albina est restée longtemps inconsciente, mais elle a repris connaissance le lendemain. Les enquêteurs ont profité de l'occasion pour lui parler. Albina a décrit l'agresseur comme un jeune homme portant un bonnet en tricot rabattu jusqu'aux sourcils et des bottes en caoutchouc. C'étaient les seuls détails dont elle se souvenait. Les enquêteurs ont vérifié tous les casiers judiciaires et les personnes présentant des troubles psychiatriques. Des centaines de suspects ont été identifiés. Cependant, 24 heures plus tard, l'enquête était à nouveau au point mort. Un appel de l'hôpital a bouleversé les enquêteurs. Albina avait succombé à ses blessures, elle ne pouvait plus contribuer à élucider l'affaire, le temps pressait. 4 mois s'étaient écoulés depuis la dernière agression et la ville commençait à oublier ces terribles événements. Mais le 18 mars 1991, un autre crime fut commis. Natalia Trankova, 21 ans, rentrait chez elle depuis la gare. Son chemin la conduisait à travers un bois. Tout semblait calme jusqu'à ce qu'un jeune homme s'approche d'elle. Il marchait lentement et la fixait du regard. Natalia a d'abord pensé que l'inconnu voulait lui arracher son sac et l'a tenu plus fermement. Mais l'homme a sorti un couteau. Il ne s'attendait pas à ce qui s'est passé ensuite. Natalia a fait preuve de courage, l'a frappé avec son sac et a réussi à lui faire lâcher le couteau. Le malfaiteur a été tellement surpris qu'il a pris la fuite. Natalia ne savait pas à ce moment-là qu'elle avait repoussé l'homme qui semait la terreur dans toute la ville. Mais cette attaque manquée a été une erreur fatale pour le malfaiteur. Il a laissé derrière lui le couteau avec lequel il avait tué sa précédente victime. Les enquêteurs disposaient enfin d'un élément de preuve important. Les experts ont déterminé qu'il s'agissait d'un couteau artisanal.
Natalia se souvenait également de la démarche inhabituelle du suspect. Le cercle des suspects se resserrait, mais aucun soupçon concret ne pouvait encore être établi, et le suspect n'était pas encore prêt à s'arrêter. Jusqu'à présent, le meurtrier avait fait de longues pauses entre ses attaques, mais frustré par son échec, il a recommencé 5 jours plus tard. Cette fois, la victime n'a pas pu s'échapper. Son corps a été retrouvé près du lieu du crime précédent, le meurtrier l'avait agressé par derrière, maltraité et tué. Les enquêteurs étaient soumis à une pression immense. Ils enquêtaient depuis 2 ans, mais le tueur en série était toujours en liberté. Ils ont décidé de se concentrer sur le couteau retrouvé. Il s'agissait d'une règle métallique enveloppée de rubans adhésifs dont la lame était fixée dans un fer à béton. À l'époque, les appareils de soudure n'étaient généralement disponibles que dans les usines, ce qui a permis de réduire le nombre de suspects. Quelques jours plus tard, les enquêteurs ont rencontré une autre femme qui avait failli être victime. Elle n'avait pas signalé l'incident à la police dans un premier temps, car le coupable avait été chassé par des passants avant de pouvoir passer à l'acte. Les enquêteurs l'ont interrogée pour obtenir des détails. Cependant, elle ne se souvenait de presque rien. Elle a toutefois raconté une histoire étrange qui allait faire avancer l'affaire. Elle se souvenait d'un incident à l'école Nöder 13 où un garçon avait tenté d'agresser une enseignante dans les toilettes de l'école. Les enquêteurs ont vérifié cette information et ont constaté que l'incident avait bien eu lieu. L'élève avait tenté d'abuser de l'enseignante, mais celle-ci l'avait reconnu et s'était enfuie. Le scandale avait été étouffé, mais toute l'école était au courant. Cette histoire a éveillé l'intérêt des enquêteurs, car ils disposaient déjà d'indices sur l'auteur potentiel du crime. Parallèlement, les enquêteurs ont cherché des indices à l'usine de locomotives pour savoir qui avait pu fabriquer le couteau. Ils ont appris qu'il y a quelques mois, un homme avait demandé à ce qu'une lame soit soudée à un fer à béton. La description de l'homme correspondait à celle du suspect. Il s'agissait de Sergueï Tsoukanov. Les enquêteurs se sont rendus à la maison où Sergueï vivait et ont interrogé les voisins pour savoir s'ils le connaissaient. Un homme a désigné un garçon dans la cour. Le voici. Personne ne pouvait croire que cet adolescent frêle pouvait être un tueur en série violent. La police a décidé de perquisitionner son appartement. Ils y ont trouvé des preuves, un bonnet en tricot et des bottes en caoutchouc qui avaient été décrits par l'une des victimes survivantes. Mais cela n'était pas suffisant pour l'arrêter. Une femme qui avait réussi à se défendre contre l'agresseur avait peur de se présenter à une confrontation. Elle a déclaré « Et si je le reconnais et qu'il a des amis ?» Finalement, les enquêteurs l'ont convaincu de les accompagner. Lors de l'identification, la femme n'a toutefois pas pu identifier l'agresseur avec certitude. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'agresseur lui-même a reconnu sa victime et semblait visiblement déstabilisé. Il semblait que le meurtrier avait été arrêté. On s'attendait à ce qu'il soit condamné et l'affaire semblait close. Cependant, le pire était encore à venir. Sergueï pensait qu'il n'avait rien à craindre puisque sa victime avait survécu et a fait des aveux. Il a été identifié par les employés de l'entrepôt qui lui avaient fabriqué le couteau, puis par les employés de l'usine. Qui était Sergueï Zoukhanov? Sergueï Nikolaïevitch Zoukhanov est né le 22 juin 1973 à Toula. Il était l'enfant unique d'une famille brisée. Son père avait des démêlés avec la justice et avait un casier judiciaire. Sergueï vivait avec ses parents et sa grand-mère paternelle dans un appartement d'une pièce. Sa grand-mère était une femme sévère qui réprimandait souvent Sergueï, ce qui créait des tensions constantes. Il a grandi dans un environnement difficile. Dès son adolescence, Zoukhanov a montré des comportements agressifs. Il a développé une haine profonde envers les femmes âgées, en particulier celles qui lui rappelaient sa grand-mère. Il a fréquenté l'école Nöder 13. En 1988, Sergueï a agressé la directrice de l'école dans les toilettes et a tenté d'abuser d'elle. L'enseignante l'a reconnu, après quoi il s'est enfui. L'incident a été étouffé par la direction de l'école, mais Sergueï a été enregistré dans un service ambulatoire de psychoneurologie. Il y a subi un examen psychiatrique, à l'issue duquel il a été déclaré en bonne santé mentale. Au cours d'un des examens, l'adolescent a déclaré avoir commis cette agression par frustration suite à ses mauvaises notes. Cependant, il a perdu le contrôle de lui-même pendant l'agression. Après l'examen, Sergueï est retourné à l'école et a commencé à harceler l'un de ses camarades de classe. Après le rejet de celui-ci, Sergueï a de nouveau montré des comportements agressifs et des signes de troubles psychiques. Selon les lois en vigueur à l'époque,
il aurait pu être sévèrement puni pour de tels actes. Cependant, il y avait une particularité. Sergej n'avait que 17 ans au moment de son arrestation. Il ne pouvait donc être condamné qu'à 10 ans d'emprisonnement au maximum. L'histoire semblait s'arrêter là. Le coupable avait été arrêté et condamné. Cependant, ce n'était pas la fin. 7 ans ont passé et la ville de Tula a de nouveau été secouée par la peur. Quelqu'un a recommencé à s'en prendre à des femmes âgées. Cette fois-ci, les crimes ont été commis dans le cimetière municipal. Des retraités qui s'occupaient des tombes de leurs proches ont été brutalement assassinés. La première victime avait 79 ans, la deuxième 72 et la troisième 82. Les femmes ont non seulement été tuées, mais également agressées sexuellement. Tous les crimes étaient particulièrement cruels. Les enquêteurs se sont immédiatement souvenus du nom de Sergej Zhukhanov. Le mode opératoire du coupable ressemblait au sien. Cependant, une vérification a révélé qu'il était toujours en prison. Y avait-il donc un nouveau tueur en série dans la ville? Les cimetières ont été surveillés. Les enquêteurs se sont fait passer pour des visiteurs et ont observé discrètement les personnes autour d'eux. Mais leurs efforts sont restés vains. Bientôt, une quatrième victime, une femme de 86 ans, a été retrouvée. La panique s'est emparée de la ville. Les journaux ont rapporté l'existence d'un nouveau tueur en série. Les personnes âgées avaient peur de quitter leur domicile, en particulier pour se rendre au cimetière. La situation à Tula devenait de plus en plus tendue. Les autorités arrêtèrent à nouveau des dizaines d'hommes, les interrogèrent, puis les relâchèrent. L'histoire semblait se répéter. Quelques semaines plus tard, un appel d'urgence fut reçu. Une femme avait senti une odeur de brûlé et s'était rendue chez son voisin. La porte était ouverte. En entrant, elle a découvert une scène horrible qu'elle n'oublierait jamais. La maison était recouverte de miroirs et régnait un silence effrayant. Ce qu'elle a vu là-bas était difficile à décrire avec des mots. La victime avait des croix et des étoiles gravées sur le corps et ses seins avaient été arrachés. Les photos de la scène du crime étaient si choquantes que plusieurs enquêteurs se sont mis en arrêt maladie après les avoir visionnées. L'enquête a commencé par l'interrogatoire des voisins et des connaissances de la victime. Et une fois de plus, un nom connu est apparu, Zhukhanov. Mais comment était-ce possible? Selon les dossiers, il était toujours en prison et devait y purger au moins 3 ans de plus. Les enquêteurs ont décidé de ne pas se fier au dossier et se sont rendus directement à la prison pour s'assurer que Zhukhanov était toujours en détention. À leur grande surprise, il n'était pas là. Il s'est avéré qu'il y avait eu une erreur administrative. Un fonctionnaire de la prison avait omis de documenter que Zhukhanov avait été libéré prématurément pour bonne conduite. Une nouvelle question se posait alors. Où le rechercher, s'il était capable de se cacher aussi habilement? Il s'est toutefois avéré moins difficile de le retrouver. Le 29 mars 1999, Sergej Zhukhanov a été arrêté à nouveau. Un échantillon de son sang a été prélevé. 18 jours plus tard, il a fait des aveux. Une analyse ADN confirma sa culpabilité. Au cours des interrogatoires, Zhukhanov décrivit en détail où et comment il avait agressé ses victimes. Des employés du cimetière l'identifièrent également comme étant l'assassin d'une des victimes. Lors des interrogatoires, il déclara que ses troubles psychiques étaient la cause de ses actes. Sergej affirma qu'il souffrait d'un dédoublement de personnalité et qu'il ne pouvait pas contrôler ses actes. Il a rendu sa grand-mère responsable de son comportement car elle l'avait souvent puni sévèrement lorsqu'il était enfant. Il s'est également plaint des conditions de vie exiguës et sans intimité dans lesquelles il avait grandi. Au milieu de l'année, les avocats de Zhukhanov ont demandé une expertise psychiatrique. Le tribunal a accepté la demande. À la fin de la même année, Zhukhanov a été examiné à la clinique psychiatrique de Serbski. Des médecins spécialistes ont travaillé avec lui pendant 2 mois. L'expertise a révélé que Sergej Zhukhanov souffrait d'une forme grave de schizophrénie. En raison de cette maladie, il n'aurait pas été conscient de ses actes au moment des crimes. Le 20 janvier 2000, le tribunal l'a déclaré irresponsable pénalement et l'a exempté de toute responsabilité pénale. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique sous surveillance stricte dans la ville d'Oriol pour y suivre un traitement obligatoire. Beaucoup de gens estimaient qu'il aurait dû être puni plus sévèrement après sa première arrestation. Cependant, à cette époque, la peine de mort était interdite par la loi pour les mineurs. Sergej Zhukhanov est toujours en vie.
Il continue de suivre un traitement obligatoire et y passera le reste de sa vie. Il est aujourd'hui âgé de 50 ans.